Bienvenue à tous pour ce nouveau live APM. Notre sujet du jour, c'est comment préserver l'engagement de vos équipes en temps de crise. Nous serons ensemble pour 45 minutes. Nous avons la chance d'avoir deux invités pour ce live. Donc Jean-François Berthollet, notre expert canadien, pour qui il est 7h30 du matin à Montréal. Jean-François intervient à l'APM depuis 2017. C'est un spécialiste du thème de la justice, mais également du monde du travail, de l'engagement, de la reconnaissance. D'ailleurs, tu démarres en ce moment un podcast pour la Radio-Canada sur Travailler mieux. Ouais, Bienvenue exactement. Jean-François. Merci, c'est un plaisir d'être là. Premier live avec un expert canadien. Ouais, wow, j'ai un précurseur. Et nous avons aussi la chance d'avoir Fabrice. Fabrice qui est adhérent d'un club en région parisienne, Paris Impressionniste, qui dirige Apixit et qui va apporter son témoignage sur ce thème de l'engagement des équipes. Bonjour à Voilà. tous. Bienvenue Fabrice et merci à toi de témoigner. Alors, comme d'habitude, vous avez le chat pour pouvoir communiquer vos retours, vos questions. Donc, nous le prendrons en compte. Et je voulais vous dire aussi que le support que va utiliser donc Jean-François va nous communiquer à l'issue de ce live une fiche récap avec les 8 clés qu'il va parcourir avec nous. Donc, si vous prenez des notes, sachez que vous aurez également, à la fin de ce live, avec la demande d'évaluation, un document de synthèse. Voilà, alors pour commencer, nous allons vous poser une petite question à vous, chers adhérents qui nous écoutez de par le monde. Donc, est-ce que Nelly, tu veux bien présenter le sondage? La question que nous allons vous poser donc, est la suivante. Quelle émotion définit le mieux votre entreprise en ce moment? Donc, nous vous invitons tout simplement à répondre donc dans le chat. Voilà, quelle émotion définit le mieux votre entreprise en ce moment? Donc, nous allons voir si les réponses arrivent. Ça nous permettra de prendre un peu la température émotionnelle des clubs APM, donc des entreprises, des entrepreneurs APM en ce moment. Ah, les premiers résultats sont encourageants. De la sérénité, de la frustration. Ah, ça commence à se diversifier. La sérénité, on répond en premier. C'est ceux qui sont rapides, là. Voilà, on va attendre peut-être encore quelques secondes pour avoir plus de réponses. Et puis après, je te laisserai, Jean-François, commenter et puis Fabrice également. D'accord. Alors, sur cette première tendance, Jean-François, l'émotion qui définit le mieux les entreprises des membres APM qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire? Ben, je ne les vois pas présentement, les résultats à l'écran. Est-ce que tu veux me les nommer? Ouais. Ça y est, tu devrais les voir. Est-ce que tu les vois? Non, tu peux me les raconter. Alors, que la première émotion qui vient, c'est la frustration. Ensuite, c'est à égalité, on va dire, deuxième émotion, la sérénité. Donc, frustration, sérénité, puis enthousiasme, puis découragement et peur. OK, et donc très peu de joie. Très peu de joie. Bon, ben c'est difficile. Là, en ce moment, on est dans une zone où on a un faible sentiment de contrôle. On va en reparler tout à l'heure. Mais beaucoup de choses qui ressortent, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit au Canada. Il y a de la frustration, il y a de l'incompréhension, certains de la sérénité parce qu'ils ont l'impression d'être plus libres d'une certaine façon. L'isolement, pour certains, c'est positif. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de variations d'émotions. Au-delà des émotions qu'on voit présentement. Jean-François a disparu. Wow. Je pense qu'il va nous rejoindre d'une manière ou d'une autre. Et toi, Fabrice, sur ces résultats, donc première émotion, la frustration, puis la sérénité en deuxième et l'enthousiasme en troisième. Qu'est-ce que ça t'inspire? La frustration, de toute façon, je pense qu'on l'a déjà eu il y a 6 mois et on l'a encore aujourd'hui parce que quoi qu'il arrive, on a des libertés qui sont restreintes aujourd'hui et donc on peut être frustré, déjà frustré certainement de ne pas voir nos collaborateurs, mais également nos proches. La sérénité, c'est peut-être du fait aussi qu'on a déjà traversé une époque compliquée et donc on a peut-être pu percevoir que nos entreprises, nos organisations étaient résilientes. Donc finalement, c'est peut-être pour ça qu'on garde une certaine dose de sérénité. Par contre, pour ceux qui ont peur et qui sont découragés, rien n'est grave. Et on le verra tout à l'heure quand on parlera de nos émotions. Il n'y a pas de mauvaise ni de bonne émotion. Il y a simplement un partage à avoir avec dans son organisation. Et c'est normal d'avoir peur parce que c'est quand même. On peut avoir peur à cause de tout simplement la maladie. On peut avoir peur parce que
déplore les conséquences que l'on peut avoir. On le voit, nous, dans notre club à Arveil. On a des collègues, je les appelle comme ça, ou des amis, qui sont dans des situations d'entreprise très, très, très préoccupantes. Ceux qui sont dans l'événementiel et ceux qui sont on a aussi dans le club de gym, de sport. Et là, pour eux, c'est normal d'être au deuxième sous-sol. Bien sûr. Alors, on va donc continuer ce live avec donc l'apport de Jean-François sur ce thème de l'engagement. Donc Jean-François, la place est à toi. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire, tu interviens régulièrement ces dernières semaines, tu es intervenu régulièrement auprès de clubs APM en France notamment, mais pas que. Ouais. Comment est-ce que tu perçois donc l'engagement à travers tes contacts avec les clubs en France et puis dans d'autres pays et au Canada? Ouais. On voit pas mal la même tendance, d'ailleurs, en France et au Canada. Mais je disais tantôt, je suis précurseur, mais vous êtes précurseur. C'est-à-dire que pour nous, savoir ce qui va se passer au Canada, on regarde la France et on est toujours un mois en retard, tu sais. Pour le meilleur et pour le pire, vous me direz. Et donc, je crois que la vague a frappé plus fort, plus vite chez vous la première fois et la deuxième fois aussi. Dans la première vague, il semble qu'il y avait une espèce de solidarité quand même plus forte. Hein? C'est-à-dire que les gens rapidement se disaient, les organisations font ce qu'elles peuvent. Et on tolérait beaucoup plus donc les éléments négatifs. Il semble que dans la deuxième vague, les gens pardonnent un peu moins pour toutes sortes de raisons, parce qu'on n'a plus de ressources mentales à la limite pour tolérer. Et donc là, c'est plus difficile dans cette deuxième vague. Ça frappe plus fort autant chez les entrepreneurs, les dirigeants, que chez les salariés aussi, les collaborateurs qui disent j'en peux plus là. Et donc là, ça prend toutes sortes de formes. On va le voir aujourd'hui. Mais c'est difficile. On était comme sur la carte de crédit de notre énergie là, puis on n'avait pas l'espace pour la deuxième fois. D'accord. Alors, est-ce que tu veux commencer à nous présenter tes 8 clés, Jean-François? Oui, si tu me donnes l'autorisation, est-ce que vous voyez bien mon écran présentement? Ou... Je pense que oui. Oui, donc l'année 2020, effectivement, extrêmement difficile et elle n'est pas terminée. On va s'en souhaiter une meilleure pour 2021. Et donc, l'engagement, quelques principes généraux pour démarrer. OK? C'est certain que le succès que vous avez aujourd'hui, puis je vous parle en même temps pour le futur, pour la réflexion future, il dépend de ce qu'on a fait dans le passé. Les organisations qui ont généré un capital social extrêmement positif, notamment les éléments qu'on verra aujourd'hui, s'en sortent beaucoup mieux. Je parlais hier au Canada, une organisation qui a toujours traité ses gens avec respect et dignité, énorme confiance et tout ça. Aujourd'hui, quand il y a eu la crise, tout le monde s'est mobilisé, engagé et tout ça. Pour ceux pour qui c'était extrêmement difficile, par exemple, qui avaient des relations très tendues, chez nous au Québec, on a la PCU, au Canada, c'est-à-dire où les gens pouvaient recevoir de l'argent pour rester à la maison. Et des fois, ils gagnaient plus à la maison qu'au travail. Mais ces gens-là ne se sont pas gênés pour rester à la maison dans les situations difficiles. T'sais, donc, il faut toujours penser au capital social qu'on construit et dites-vous que vous avez une marge de manœuvre quand il y a une période difficile. Deuxième chose, la bonne nouvelle, c'est que les éléments qui engagent les troupes, ce sont les mêmes en période de crise que lorsqu'on n'est pas en période de crise, mais malheureusement, tout est exacerbé. Tout est plus vrai. Okay? Et ce qu'on sait dans les études, c'est que la corrélation entre les éléments qu'on verra aujourd'hui et l'engagement, c'est toujours vrai, c'est universel, mais en période de crise, cette corrélation-là est augmentée. C'est quand tout va bien, quand l'économie va bien, quand tout le monde est heureux, c'est moins grave. Mais quand la période est difficile, les éléments qu'on verra, les 8 clés, prennent beaucoup plus d'importance. Donc, on parle d'amplification. C'est un moment de vérité, finalement, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, nous sommes un peu sur notre carte de crédit. J'ai rien contre le Red Bull, mais on peut pas vivre sur le Red Bull pour engager nos troupes. Et je sais qu'en France, vous dites souvent, il faut booster nos équipes. On peut pas vivre sur les câbles à booster, là, comme la voiture qu'on repart quand elle démarre plus. Il faut un jour changer la batterie. Et là, c'est vrai que la première vague, on a toléré certaines choses, tout le monde, hein, vous aussi. Et dans la deuxième, on peut plus vivre sur cet effet-là d'adrénaline qu'on avait au départ. Et donc, ça nous prend des règles beaucoup plus fortes pour générer un engagement qui est durable. Et c'est de là que je vous présente 8 clés. On aurait pu les appeler les 8 stratégies. Hein. Quand j'enseigne à HEC Montréal, on me dit présente les 8 stratégies. Et tout de suite, j'annule le mot stratégie parce que pensez à vos équipes qui vous écoutent présentement. Ils ne voudraient pas savoir que vous avez 8 techniques ou 8 stratégies pour les booster. Ils diraient, traite-moi correctement, on va voir les clés, là. Une stratégie, ce serait à la limite de la manipulation. T'sais, donc, on va plutôt parler de générer un engagement durable par un partenariat. C'est des choses que vous connaissez, mais on va aujourd'hui vous donner une grille de lecture, puis à la fin, vous direz sur ces 8 éléments-là, si à chaque semaine, je regarde, là, est-ce que je suis dans le vert, dans le jaune, dans le rouge, c'est peut-être pas une bonne période pour parler des zones rouges, là, mais vous pourrez imaginer, est-ce que vous êtes dans la zone rouge sur chacun de ces éléments-là et comment les corriger? Vous aurez les clés.
Donc, je commence par la première. La première chose, c'est est-ce que vous savez vraiment comment ça va? Et ça, c'est pas toujours clair. Et donc, la première idée, c'est est-ce qu'avec vos équipes, notamment vos équipes de direction, vous êtes en mesure d'aller mesurer, ne serait-ce qu'informellement, comment ça va? Vous dites, ben, ça va pas bien. OK, mais plus spécifiquement, comment ça va? Je vous partage ici l'idée que le réalisme est beaucoup plus efficace que la pensée positive. La pensée positive, elle est contre-productive. Chez nous, au Québec, on a eu pendant des mois, ça va bien aller, mais on n'y croyait pas. Là, t'sais. Et donc, pour les enfants, ça va. Mais pour le milieu de travail, attention, la pensée positive, ça amène un sentiment de déconnexion chez les gens qui souffrent. Et donc, le réalisme ou la lucidité, à la limite optimiste. Hein, mais la réalité, c'est pas de dire, par exemple, comme entrepreneur, parfois on voulait bien faire et on disait aux gens, derrière chaque crise, il y a une opportunité. Ah ouais, OK, là, pour l'instant, moi, je vois pas trop d'opportunités. C'est correct de dire, la COVID, on s'en serait bien passé, mais maintenant, j'ai confiance qu'on a les ressources ensemble pour trouver des solutions. Mais c'est pas le grand plaisir, là, quand même, la COVID. Et donc, une façon de discuter de ce sujet-là avec vos équipes, souvent, vous êtes en Zoom, vous êtes en Teams, donc, je vous invite à utiliser ma diapo qui est ici et demander aux gens de comment ça va? Si les gens sont pas à l'aise de dire comment ils vont, vous pourriez aussi leur demander, selon toi, quand tu regardes notre équipe ou notre organisation dans les derniers mois, comment tu penses qu'on va? Quel est le bullseye, c'est-à-dire où mettons le point de nos émotions, quitte à dessiner le chemin qu'on a pris depuis le mois de mars. Chez nous, au Canada, il y a des gens qui, au départ, avaient même un petit sentiment d'excitation positive. Comme quand, chez nous, il y a une panne d'électricité à l'hiver. C'est un peu comique au départ. On allume des chandelles, donc il y avait un effet comique. On était tous sur Zoom, on trouvait ça très drôle. On disait, merde, ça va durer des semaines. Finalement, on n'était pas à la bonne place. Et donc, ici, ça amène les émotions positives et négatives que vous connaissez, mais aussi des niveaux d'activation. Je vous donne, par exemple, les émotions négatives. Est-ce que présentement, on est craintif, nerveux, bouleversé, stressé, frustré, ou on est plutôt dans l'ennui, la fatigue, le découragement, la dépression, le cynisme. Et donc, ça va amener des actions différentes de la part des dirigeants. Si vous percevez que vos équipes sont dans le découragement total, il faut peut-être nous faire miroir à ces émotions-là puis générer un peu d'enthousiasme. Si les gens sont craintifs, nerveux, bouleversés, il faut peut-être aller de l'autre côté et générer un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure en intro, de la sérénité. Mais la première chose, c'est de savoir où les gens en sont par rapport à ça. Et de reconnaître l'émotion qu'on a présentement, c'est déjà une partie de l'équation. J'ai une dirigeante au Canada la semaine passée qui dit à ses équipes, moi présentement, là, je suis dans la zone rouge ici en bas à gauche, je suis vidé, je suis brûlé, je n'ai plus d'énergie. Et l'effet que ça a eu sur ses équipes, c'est bon, enfin, on peut le dire qu'on n'a plus d'énergie. Parce que on croyait il fallait être très motivé. T'sais? Et donc, reconnaître l'émotion, c'est déjà le point de départ. Donc, c'est la première clé que je vous dis, diagnostiquer, et ça peut être fait de façon très ludique. Les gens qui disent c'est difficile de générer de l'informel dans nos équipes, là, juste de mettre la slide sur Zoom aussi et vous laisser les gens annoter les émotions de l'équipe, leurs propres émotions, le spaghetti du chemin qu'ils ont fait depuis le début de la crise. Souvent, ça génère des conversations qui font du bien. Okay? Et donc, la première clé, c'est savoir comment ça va. La deuxième clé, qui s'en rapproche, mais qui est plus subtile, c'est la notion de sécurité psychologique. La sécurité psychologique est le plus grand prédicteur d'innovation chez Google. Okay? Et on aurait pu penser que c'est plein d'autres choses. Hein? C'est une business d'innovation. Et donc, la sécurité psychologique, c'est est-ce que je peux être moi-même? Est-ce que je peux m'exprimer? Et est-ce que je peux faire valoir mon avis sans crainte de représailles ou de jugement? Okay? Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, dites-vous que beaucoup de gens dans l'entreprise, là, justement, ils sont dans le mode « ça va bien, il faut trouver des solutions, on se met en mode gestion de crise, ça va ». Derrière le plaisir et le sourire qu'on a, on souffre. Et il y a un coût psychologique à faire semblant d'aller bien, comme les employés de service, par exemple, qui ont le beau sourire, mais qui, à l'intérieur, trouvent ça difficile. Psychologiquement, à la fin de la journée, ce travail émotionnel coûte cher. Et donc, souvent, on n'ose pas le faire, on n'ose pas être dans la vulnérabilité. Mais vous voyez ici, c'est un article que j'ai écrit pour la revue Gestion de HEC Montréal. Et je vous présentais en gros quels sont les grands risques à l'insécurité psychologique. Et en temps de crise, c'est particulièrement important. Est-ce que dans mon organisation, je dois toujours montrer que ça va bien et on n'est jamais vulnérable? Est-ce qu'il faut toujours montrer qu'on est compétent, qu'on est loyal, qu'on est positif?
si on fait ça, on se prive d'occasions d'apprentissage et d'avoir des discussions transparentes et franches pour réellement progresser. Si on n'a pas ces discussions-là, on reste dans la politique, on reste dans l'artificiel. Et donc, la leçon pour les dirigeants qui nous écoutent, est-ce que vous-même, vous vous mettez en position de générer de la vulnérabilité? Ça, c'est le patron qui dit à ses équipes, je vous l'avoue que par rapport à ce qui nous est tombé dans la deuxième vague sur tel élément, je ne l'ai pas la réponse. Je ne le sais pas. J'ai confiance qu'on trouvera la réponse ensemble, mais je vous avoue que ça nous tombe dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quelqu'un qui est en désaccord avec une solution qu'on met en place présentement, est-ce qu'il a le droit d'être entendu ou il va sentir qu'il manque de loyauté, par exemple? On lui dit « sois positif ». Et donc, la sécurité psychologique, comment on fait pour la tester? Dans votre organisation, est-ce que si quelqu'un est en désaccord avec vous, c'est valorisé? Si ce n'est pas valorisé, il faut montrer notre loyauté. Non seulement ça coûte cher sur la santé en temps de crise, mais ça coûte aussi cher sur la génération de solutions. Si quelqu'un se dit chez vous, je proposerais peut-être telle idée, mais c'est peut-être stupide comme idée, donc je ne la dirai pas. Non, on ne veut pas de censure. Donc, est-ce qu'il y a de la sécurité psychologique? Si vous vous dites, ben oui, il y en a. Je vous dirais qu'en général, entre ce que le dirigeant de l'APM me dit et la réalité quand je la mesure dans l'entreprise, je peux diagnostiquer ça, là, il y a toujours un écart de 15%. Parce que nous, on sous-estime à quel point les gens, pour eux, il y a un coût psychologique à nous parler. Nous, on est dirigeants, notre opinion, on ne se gêne pas pour la dire. Donc, c'est un angle mort ici parfois qui finit par nuire à l'engagement plus profond. Troisième idée, et celle-là, elle est sous-estimée, l'importance de la collaboration, mais je vous dis qu'en temps de crise particulièrement, il y a un danger de trop collaborer, ce que j'appelle la collaboration excessive. Et là, on est à l'APM, je suis le premier à parler toujours de la collaboration, mais il faut être prudent, particulièrement à distance, pour collaborer mieux, mais pas trop. Et donc, vous êtes sûrement submergé de rencontres Zoom, de rencontres Teams, vos collègues à l'interne s'envoient plein de rencontres de 30-40 minutes. À la fin, tout le monde dit, on est plus occupé que jamais, puis on travaille après le travail. Et donc, il faut être prudent à ce qu'on appelle la zoomitude, des rencontres qui ne se terminent plus. Et dans nos organisations, je vous donne un autre symptôme. Si quelqu'un croit qu'il ne devrait pas assister à une rencontre parce que ça ne le concerne pas, est-ce que c'est valorisé qu'ils disent, ben moi, pour le bien de l'organisation, j'y serai pas? Ou au contraire, je suis vu comme quelqu'un qui n'est pas un joueur d'équipe. Et donc, il faut vraiment avoir des discussions là-dessus parce qu'on perd beaucoup le contrôle présentement, puis je l'entends beaucoup de la part des gens. Je travaille beaucoup plus que jamais pendant la période de crise. On croyait qu'être à la maison, ça nous laisserait avoir du temps. Puis finalement, ça a généré l'inverse. Il y a un outil que je vais vous donner. Là, on disait qu'on vous donnera la présentation. Ça amène des discussions tellement intéressantes. Est-ce que nous sommes dans la collaboration excessive? Et là, c'est pas de dire qu'il faut pas collaborer. Là. Est-ce qu'on peut collaborer mieux? Et je vous en donne quelques exemples. Est-ce qu'on encourage nos employés, nos collaborateurs à dire non? Non, je ne serai pas à cette rencontre-là. Est-ce qu'on invite tout le monde aux rencontres ou on met des gens en facultatif? Moi, j'invite Anne et Fabrice en facultatif. Donc, je ne veux pas vous exclure. Vous pouvez venir, là, mais je ne crois pas que c'est nécessaire que vous soyez là. Ben, Anne dirait, bon, OK, j'y serai pas, j'ai pas le temps, et ce sera OK. Mais si je l'invite et que ça semble être obligatoire, elle se dit, ben, je suis une joueuse d'équipe, j'y serai. T'sais. Donc, est-ce qu'on se donne des normes de communication à distance? Est-ce qu'on met tout le monde en copie conforme? Certains aimeraient beaucoup l'idée numéro 6. On se crée une banque de temps mensuelle de Zoom. Et lorsqu'on dépasse notre banque de temps, il faut absolument annuler une rencontre pour en ajouter une nouvelle. Parce qu'on pourrait se dire que ça ne fait pas de sens d'être plus que tant d'heures par semaine en Zoom. Et le point numéro 7, c'est le plus important. Vous amenez cette discussion-là dans vos équipes et tout à coup, là, tout le monde vous regarde dans les yeux en disant « C'est ça notre problème, patron. Il faut avoir un échange sur la collaboration. » Mais je n'osais pas le dire parce que je semble ne pas être un team player ou un joueur d'équipe. Ce n'est pas la question. C'est comment on peut se redéployer et travailler mieux. C'est comme mes étudiants qui disent que mon travail d'université est trop long, mais ils sont 6 à l'ordinateur, puis il y en a un qui fait la recherche sur Google. Bien, parfois, il faut se quitter pour mieux revenir ensemble. Donc ça, c'est un sujet qui est vraiment sous-estimé et vos collaborateurs, je suis certain qu'ils veulent entendre parler de ça. Je vous amène maintenant l'idée numéro 4, la confiance. En période de crise, on est beaucoup plus vulnérable. Et quand on est vulnérable, c'est là que ça prend de la confiance. Okay? Par exemple, vous voulez vraiment faire confiance aux pilotes de ligne quand vous prenez l'avion. Vous voulez faire confiance aux médecins qui vous traitent. Mais au quotidien, les gens que vous croisez dans la rue, vous vous dites, si je ne lui fais pas confiance, c'est pas grave. Il n'y a pas de vulnérabilité dans ma situation. Par contre, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, en contexte de crise, c'est
extrêmement important, les gens regardent beaucoup, est-ce qu'ils peuvent vous faire confiance? La confiance, ça ne s'achète pas et on ne peut pas forcer la confiance. Donc, c'est plutôt à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous faites des actions, est-ce que vous faites par cette action progresser ou diminuer la confiance? Je vous fais ma petite montée de lait, je ne sais pas si vous dites ça en France, la montée de lait, mais ma petite frustration quand je vois des titres comme la stratégie de la bienveillance ou le management bienveillant, un outil au service de l'entreprise, je me dis, c'est pas de la vraie bienveillance. Hein. Si je dois vous convaincre que pour chaque dollar investi en bienveillance, ça rapporte 1,8$ ou 1,8€, ben on n'est plus dans la bienveillance, on est dans la transaction de la bienveillance. Et je vous dirais, soyez le don et faites confiance que votre bienveillance va rapporter. Les études le confirment, hein, mais c'est beaucoup plus plaisant d'être bienveillant parce que, point, que d'en faire un outil. OK? Et donc, je vous ramène ici les grands prédicteurs de confiance. Et donc, à chaque fois que vous prenez une décision pendant la crise, dites-vous que ces éléments-là sont affectés positivement ou négativement, mais ça varie beaucoup. Est-ce que, par exemple, mon intégrité, qu'est-ce que les gens vont penser de mon intégrité? Je prends les bonnes décisions pour les bonnes raisons. Est-ce que les gens vont croire que je suis bienveillant avec la décision que j'ai prise ce matin? Est-ce que les gens vont dire que je suis compétent? En période de crise, ça varie beaucoup. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait le patron? Est-ce qu'il comprend le risque? Est-ce qu'il comprend avec mes clients? La confiance, hein, c'est pas nous qui décident si on est digne de confiance. Parfois, mieux expliquer ses décisions. Beaucoup de collaborateurs disent, ben, le patron, ça fait pas de sens, sa décision. Et quand il explique sa décision, les gens disent, ah, OK, je comprends, finalement. T'sais? Et donc, vous devez gérer la confiance. Ça, c'en est un élément de capital social important. La fiabilité, vous tenez vos promesses, les bottines suivent les babines, qu'on dit chez nous. Et donc, est-ce qu'il y a une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait? Okay? Et donc ça, quand vous prenez une décision, vous ressortez cette slide ici et vous vous dites, est-ce que ça va augmenter ou diminuer? Et des fois, la décision restera la même, mais c'est plutôt de se dire, bon, ben, comment je m'assure de ne pas perdre cette confiance-là dans la décision que je prends aujourd'hui? OK? Alors, tu vas parler de justice et c'est justement un thème que tu abordes à l'APM. Qu'est-ce que tu entends des clubs APM en ce moment sur les sources d'injustice? Beaucoup, premièrement. Malheureusement, c'est un sujet qui est beaucoup à l'ordre du jour parce qu'on est beaucoup dans la perte présentement. C'est dans le gain, quand on génère du positif, on est moins regardant sur qui a quoi. Mais là, quand on perd des choses, on perd des avantages, on perd du statut, tout le monde se regarde. C'est comme les enfants. Si vous donnez une sanction à un enfant, il se dit, OK, c'est juste, mais est-ce que mon frère a une sanction aussi? T'sais? Et donc là, on est comme sanctionné par la COVID. C'est pas la faute des dirigeants, mais beaucoup de choses qui ressortent, notamment le télétravail. T'sais, le télétravail. Qui a accès au télétravail? Sous quelle modalité? Pourquoi moi j'ai accès? Pourquoi lui n'a pas accès? Pourquoi moi je dois être au bureau et pas lui? Ça ressort beaucoup. Il y a aussi un enjeu qui est très sournois. Les meilleurs collaborateurs sont plus sollicités. Et parfois à distance, il y a des collaborateurs un peu moins performants qu'on laisse tranquilles parce qu'on se dit de toute façon, j'abandonne avec lui. Et donc là, on se dit à quoi bon être performant si ça m'amène plus de travail. T'sais? Là-dessus, je vais reprendre cet exemple-là. Le collaborateur qui va trouver ça injuste avec raison. Il va dire pour un même salaire, je suis beaucoup plus demandé parce que je suis plus performant. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Peut-être qu'il faut faire la même chose, mais si le collaborateur, à tout le moins, en entend parler, se fait reconnaître par son patron, le patron apprécie, ou c'est-à-dire le leader apprécie et lui dit merci et je suis conscient que je t'en demande plus, déjà le sentiment d'injustice va être moins fort. Hein? Mais il faut au moins une reconnaissance de la situation. Le télétravail, par exemple, j'ai vu beaucoup de clubs APM depuis le début de la crise, ben, des fois, il y a des bonnes raisons pourquoi moi j'ai accès et Anne n'a pas accès. Mais il faut que les gens les comprennent, ces raisons-là. C'est pas moi versus Anne, c'est le poste que j'occupe. Le poste que j'occupe exige qu'il y ait une présence physique. Après, pour le même poste, pourquoi moi j'ai accès et pas toi? Peut-être que c'est une question d'ancienneté, peut-être que c'est une question de besoin aussi. Il y a des gens qui ont des enfants. Mais l'important, comme un arbitre sportif, est-ce que la règle est appliquée de façon uniforme? Est-ce que la règle est claire? Est-ce qu'elle est bien expliquée? Puis est-ce qu'elle est bien comprise? C'est impossible d'être totalement juste pendant la crise, ou du moins d'être perçu comme totalement juste. Les gens ont un sixième sens pour l'injustice. On a tous un système d'alarme en nous parce que lorsque c'est injuste, notre corps réagit très fortement. C'est une question de survie biologiquement. Notre cerveau reptilien, là, pensez à vos enfants, lorsque c'est pas juste, ils réagissent très, très, très fortement. OK? Parce qu'ils vous disent pas, papa, t'es pas un leader,
inspirant, papa, t'es pas un bon communicateur, papa, ils disent, c'est pas juste, papa. Je sais pas en France pour les vôtres, mais nous, c'est jamais juste. Pourquoi? Parce que on est programmé pour repérer les injustices, parce que notre survie est en jeu. Et là, pendant la COVID, déjà qu'on est un peu tendu, ce que je vous encourage à faire, c'est de repérer toutes les décisions que vous prenez et de voir si elles génèrent potentiellement un sentiment d'injustice. Et en résumé, pensez à un arbitre sportif encore une fois. Est-ce que mes décisions sont comprises? Est-ce qu'elles sont bien expliquées? Est-ce qu'elles sont appliquées de façon uniforme pour tous? Et surtout, est-ce que je le fais avec bienveillance, respect et dignité? Je vous donne un exemple extrême. Le pire, c'est les licenciements. Bien, on sait dans les études que des licenciements, c'est jamais très heureux et les gens trouvent généralement ça pas très juste, mais la façon dont on fait les licenciements est beaucoup plus importante que le licenciement en soi. Les gens sont tous déçus d'avoir perdu leur emploi, mais quand on prend 30 minutes pour expliquer notre décision, et donc j'ai quelqu'un dans les commentaires qui dit « Est-ce qu'il faut toujours aller dans la justification? » Ça dépend comment on interprète la justification. Si j'ai l'impression de me justifier et me défendre, parce que je dois me défendre, on n'est pas à la bonne place. Mais si je dis, vous, mes collaborateurs, vous méritez à tout le moins que je vous explique mon processus décisionnel. Pourquoi des gens sont en télétravail, d'autres y sont pas. Et je vais vous expliquer comment j'arrive à ces décisions-là. Et je crois que vous méritez de le savoir. Et plus que ça, j'ai vu des gens à l'APM qui ont impliqué les gens dans comment on va définir qui a accès au télétravail, comment on va définir qui revient au bureau, comment on va définir nos modes de fonctionnement à distance. Et quand les gens définissent eux-mêmes les règles ensemble, c'est vu comme beaucoup plus juste. Est-ce qu'on allume nos caméras en Zoom? Là? On le fait-tu? On le fait pas? Il y a des gens qui veulent pas. Pourquoi on ne définit pas les règles ensemble? Et là, c'est les règles du groupe qu'on s'est donné, c'est notre code de vie. Ben, c'est juste, c'est le groupe qui l'a décidé. Et donc ça, c'est un vrai sujet, le sentiment d'injustice en période de crise. Et c'est une loi naturelle. Hein. Je vous montre une organisation qui est engagée. Il y a toujours un fort niveau de justice. Et dès que la justice diminue, l'engagement va diminuer fortement. 3 dernières idées, les plus simples pour la fin. Le care. Le care qui veut dire, ça se traduit pas bien en français, hein, mais le care, c'est je m'intéresse sincèrement à ton bien-être. Juste pour les patrons un petit peu contrôlants ici. J'ai la slide qui peut vous rassurer. Le désengagement des équipes est vrai quand j'ai un patron qui est autoritaire et contrôlant. Vous voyez la ligne en bleu ici. Plus un patron est autoritaire, plus les gens sont désengagés. La ligne en rose ici montre pourtant l'effet inverse. Et la ligne en rose, c'est quand un patron est également très reconnaissant. Quand un patron est très reconnaissant, appréciatif de ses équipes, plus il est autoritaire, plus les gens sont engagés. Ce qui peut paraître contradictoire. Mais quand mon patron m'appelle 3 fois par jour, il est très reconnaissant, mais j'ai pas l'impression qu'il fait du contrôle, j'ai l'impression qu'il me fait du soutien. Je t'appelle tôt le matin, je te rappelle à midi, je te rappelle à 16 heures, je te pose des questions, qu'est-ce que tu as besoin, sur quoi tu avances, je te rappelle un peu plus tard. Donc, les patrons qui ont tendance à vouloir un peu contrôler, je vous comprends, hein, pendant la crise, on a un sentiment de perte de contrôle. Bien, la stratégie, c'est d'augmenter plutôt ce sentiment-là, d'être reconnu, et tout à coup, les gens vous voient comme un très bon patron, très présent. 2 dernières idées, le sentiment de contrôle. Pendant la crise, les gens, évidemment, ont un sentiment de perte de contrôle. Et le sentiment de perte de contrôle, c'est un prédicteur énorme, même de décès prématurés. Là, c'est pas rien ce que je vous dis. Là. Les gens meurent, littéralement. Okay? C'est pire que la fumée de cigarette, c'est pire que le chômage et tout ça. Donc, pendant la crise, fondamental, comment on peut redonner un sentiment de contrôle aux gens. Et ça, des fois, c'est dans des petites choses. Quand je vous disais tout à l'heure comment on réorganise nos horaires à distance, comment on collabore à distance, à la limite qu'on décide ensemble nos modes de fonctionnement en télétravail ou qui revient au bureau. Vous-même, vous le ressentez. Pourquoi c'est difficile la crise? Ben, la COVID, c'est difficile de se défendre contre la COVID. On attend après les décisions du gouvernement. Et donc, sachez que ça, à long terme, ça nuit beaucoup à l'engagement. Donc, quand les gens vous disent « j'ai un faible sentiment de contrôle », c'est là que ça vient nous chercher. Et le dernier élément, je le trouve très pratique à vous le présenter et très concret. Et il peut contribuer à augmenter le sentiment de contrôle. La panique n'est pas bonne conseillère pour générer des solutions afin de se réinventer. Et je vous propose donc un petit outil que vous pouvez amener dans vos équipes que j'appelle le pré-mortem. Donc, vous pouvez prendre la diapo ici. Le pré-mortem, ce n'est pas un post-mortem. C'est d'amener les gens à dire, il y a une crise,
C'est extrêmement difficile, mais projetons-nous dans le futur. On est 1 an après la crise et pourtant, ça nous a permis d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performants que jamais. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous mets en mode créativité. Parlez-moi de ce qu'on a abandonné comme pratique. Parlez-moi des processus inefficaces qu'on a enfin revus. Parlez-moi des projets qui s'en allaient droit dans le mur, qu'on a eu le courage d'abandonner. Parlez-moi des idées folles qu'on n'avait jamais explorées, qu'on a enfin explorées puis qui fait qu'on est plus loin. Donc, vous placez les gens en mode créatif. Faites pas ça sous pression, là. Envoyez-leur un pré-mortem et dites-leur, je t'appelle la semaine prochaine, je veux chacun vous entendre, chacun de mes collaborateurs. Si vous en avez 400, ben, distribuez cette responsabilité-là dans les équipes, mais je veux entendre les gens sur le futur. Et ça, vous pouvez imaginer, enfin, mon patron me pose cette question-là, ça redonne un sentiment de contrôle et les idées qui ressortent de là, c'est souvent exceptionnel. Juste dire le mot pré-mortem, les gens disent « Wow, mon patron m'amène quelque chose de nouveau ». Et je suis pas vu comme quelqu'un qui critique, là. Je suis vu comme quelqu'un, quand j'amène des nouvelles idées, qui est plus dans la créativité. Donc, c'est un outil très simple à utiliser. Donc, si je résume avec le temps qui m'est imparti, oui, vous êtes des grands leaders. Oui, vous êtes des dirigeants de l'APM. Vous êtes exceptionnels. Mais on a besoin, oui, de leadership, mais peut-être aussi de ce que j'appelle du communityship. C'est-à-dire, vous êtes le chef du village, vous êtes bienveillant, vous êtes au service de vos équipes. Et l'idée, quand on est au service de nos équipes, c'est je vous fais confiance, mais comment on peut s'aider collectivement à passer au travers de la crise? J'ai pas toutes les réponses, mais on va les trouver ensemble. Donc, vous êtes le chef bienveillant du village qui n'a pas toutes les réponses. Et donc, ce que je vous invite à faire en conclusion, c'est de reprendre ces 8 idées-là et un peu faire votre zone vert, jaune, rouge dans votre organisation. Comment ça va sur le plan émotif? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce qu'on collabore bien ou trop? Comment les gens voient la confiance? Comment va le sentiment d'injustice? Est-ce que les gens se sentent reconnus? Est-ce que les gens ont ne serait-ce qu'un mini sentiment de contrôle? Et est-ce qu'on a de l'espace pour de la créativité ou on est beaucoup plus dans la panique? Et sous la panique, c'est comme parler sous la torture. On n'a pas des bonnes idées, on dit au tortionnaire ce qu'il veut entendre. Et donc, ces éléments-là, appliqués de façon... À chaque semaine, on se pose ces questions-là. Les solutions vont vous venir naturellement avec vos équipes de gestion. Okay? Donc, c'est une grille de lecture que je voulais vous proposer ce matin. Si vous retenez juste cette diapo-là, ça vous permet de réfléchir un peu aux prédicteurs d'engagement, particulièrement en 2020, et idéalement pas en 2021, mais on en a encore pour un petit bout. Donc, merci Anne pour ce temps imparti. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup Jean-François, tu as fait une superbe reformulation. Merci beaucoup. Il y a une question en rebond à ton dernier slide. Pourquoi autant de résistance de la part des dirigeants à aller sur ce terrain d'écoute? Est-ce que brièvement, tu peux nous donner ton point de vue? Ouais, ben parce que nous aussi on aime ça avoir du contrôle. Là. Il y a une question de lâcher prise. Hein. C'est comme pour la bienveillance et tout ça. C'est comme si je dis à mes gens, je sème le jardin en espérant que ça pousse. On aime beaucoup mieux tirer sur la plante, tu sais, en se disant oh il pousse, 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 tu sais. Mais il y a comme un acte de foi là-dedans. Pourtant, je peux vous rassurer. Moi, je le teste dans les entreprises. C'est systématique. Les éléments que vous voyez ici aujourd'hui sont corrélés 98% du temps avec l'engagement. En d'autres termes, vous mettez en place les conditions et l'engagement va émerger. Mais tu sais, on aime ça, nous, pas émerge. On aime ça tirer. Là. Let's go. On veut que ça fonctionne. On veut être en contrôle. Mais on n'en a pas de contrôle. C'est une illusion. On est dans l'interdépendance. Si vous êtes seul, ça va. Mais vous êtes interdépendant et c'est le groupe, c'est la force de votre groupe, de votre village qui fait que ça fonctionne bien. Donc, pourquoi on le fait pas? C'est parce qu'on a un peu une perte de contrôle. Il faut déjà la reconnaître, ce stress-là. Il est normal, ceci dit. Mais avancez à petits pas. Et vous serez surpris. Comme les dirigeants PM qui me disent j'ai osé demander l'avis des gens sur le télétravail, puis qu'on décide tous ensemble, j'avais peur. Puis finalement, waouh, j'ai été impressionné. Ils ont trouvé des solutions tous ensemble. J'ai même pas eu à trancher. Donc, allez-y à petits pas si vous n'êtes pas à l'aise. Merci beaucoup, Jean-François. On va inviter Fabrice à dire ce qu'il a mis en place de son côté dans son entreprise. Et je pense que ça va être un bel écho à ces 8 clés. Donc, Fabrice, tu diriges Apixit. Est-ce que tu me dis en 2 mots que fait Apixit? Apixit est une ESN, donc c'est une entreprise du service numérique dont la raison d'être est de concevoir des solutions innovantes et responsables au service de nos clients, donc de l'humain. Le domaine d'intervention sur la cybersécurité et les environnements collaboratifs, ce qu'on appelle le Digital Workplace. D'accord. Une société de 330 collaborateurs désormais. 330 collaborateurs. Et alors, donc, au début de la crise Covid, Fabrice, quelle était la situation et quels étaient les enjeux en termes d'engagement dans ton entreprise?
Donc l'entreprise, c'est la fusion de deux équipes, de deux entreprises qui a été réalisée à fin 2018 après le rachat que j'ai effectué d'une entreprise concurrente. Et donc on s'est retrouvé donc sur le confinement donc un an après la fin de la fusion. Il est vrai que comme tout le monde, hein, ça nous est tombé dessus, mais la sidération est rapidement passée puisque avec le comité de direction et le CSE, donc partie prenante, dès le mardi 17 mars au matin, on a tout de suite évoqué, c'est du Teams, hein, bien évidemment, hein, et tout le monde était tout le monde s'est senti inclus dans ces discussions, et donc on a vraiment mis sur la table tous les sujets chauds, l'activité partielle, comment on allait organiser le temps de travail, on a tout de suite convergé vers la création d'un fichier à l'échelle de l'entreprise, donc des 330 collaborateurs, donc partagé par tout le monde, moi compris, je suis un collaborateur comme les autres, les comités de direction aussi, pour savoir qui et quand était en activité partielle. Finalement, j'ai été très agréablement surpris, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-François, sur la forte mobilisation immédiate qu'on a eue pour vraiment tous les collaborateurs se sont motivés pour éviter une éventuelle casse. Et également, on a anticipé avec ce que disait également Jean-François tout à l'heure sur comment chacun va s'y retrouver entre ceux qui d'un seul coup ont une activité qu'ils voyaient beaucoup plus faible, non pas parce que c'était des mauvais collaborateurs, mais on en avait qui avaient moins de travail du jour au lendemain, d'autres qui avaient une surchauffe avec en plus les enfants à la maison, et donc afin d'éviter tout de suite les réflexions sur moi je bosse et puis l'autre il est en activité partielle assez forte, mais il va quand même toucher son salaire. Parce qu'on a voulu maintenir les salaires. On a validé avec le CSE et la communauté de nos managers de proposer des cycles de formation pour maintenir finalement un bon agenda qui le voulait et finalement avoir des formations qui nous permettaient de continuer d'inclure tout le monde et de monter notre niveau. Donc sur des formations propres à nos métiers, mais également sur des formations assez connexes. On a évité les cours de cuisine, mais on a quand même fait pas mal sur la programmation Excel, parce qu'on a quelques spécialistes dans le domaine, etc. Enfin bref, des sessions de visio pour que tout le monde puisse participer, continuer à être engagé. Alors, comme Fabrice, comme on a encore peu de temps, on va essayer d'aller à l'essentiel. Jean-François, l'une des premières clés qu'il a commentées, c'était la trame émotive, les émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as utilisé cette clé, toi? Alors, nous, justement, on a travaillé là-dessus avec le comité de direction et avec une coach qui nous suit depuis la fusion. Et lors du confinement, j'ai évoqué avec cette coach sur les sujets du retour. Comment rebondir post-confinement? Qu'est-ce qu'on devait retenir de cette période? Donc, on a établi finalement avec elle un atelier CODIR en présentiel sur les thèmes du retour, sur quoi capitaliser, comment rassurer, comment susciter l'envie. Et en inclusion de cet atelier, la coach nous a présenté ce que vous voyez, la roue des émotions. Elle nous a présenté à la roue des émotions, qui est finalement la roue de nos émotions. Et finalement, c'est un bel outil parce que c'est comme au début de notre live aujourd'hui, il y a rien de bien, il y a rien de mal. Simplement, on est des êtres humains et on ressent des émotions. Et pour ma part, c'est les trois émotions qui sont, je vous les livre, c'était dans l'ordre de la peur, l'espoir et la fierté. J'ai pu m'expliquer au sein du CODIR, comme le CODIR a pu s'exprimer. On a déjà, dans un premier temps, libéré notre propre parole. Ça nous a permis, au niveau du CODIR, de converger sur l'importance de recueillir la parole de chacun de nos collaborateurs, de se projeter, de se renforcer et de renforcer cette culture de bienveillance que l'on a dans l'entreprise. On a décidé de mener cette expérience au cours de l'été à l'échelle des services, l'échelle des services de l'entreprise pour favoriser les petits comités qui sont plus propices aux échanges. Et les sujets qu'on proposait, c'était que chacun livre ses trois émotions ressenties, les exprime à ses collègues de son service, et quel bilan surtout on pouvait dresser entre les réussites et les difficultés, et puis ce qu'on devait retenir de cette expérience. Au final, pendant l'été, ce sont 2/3 des collaborateurs qui ont participé à cette expérience. On a eu une restitution lors d'un live, celui du mois de septembre. Notre directrice des ressources humaines a justement présenté à l'ensemble des collaborateurs ce qu'ils avaient retenu comme réussite, comme difficulté, et ce que l'on voulait garder de cette expérience. Donc tu as 2/3 de tes 300 collaborateurs qui ont eu l'opportunité de s'exprimer en petits groupes avec la roue des émotions. Oui. Et ça l'a ouvert un espace pour qu'ils puissent se sentir écoutés. Oui.
Bah oui, ça a libéré cet espace pour se sentir écouté. Enfin, c'est aussi, je sais il ne reste plus que quelques minutes, donc je vais peut-être aller sur la fin De ton de ce témoignage. témoignage. On y vient, Fabrice. Oui, Tu voulais parler du travail que parce tu as que fait avec ton club, peut-être. oui, puisqu'on va laisser un peu quand même quelques questions au besoin. Et donc, avec le club des impressionnistes de Rueil à la Maison, on avait décidé, il y a quasiment un an, de travailler sur un tous expert, qui lui s'est déroulé le 15 octobre finalement, sur un beau sujet, travail et plaisir, auquel on a rajouté, c'est comment finalement faire revenir dans nos entreprises nos collaborateurs en réinventant cette notion de travail, mais en conservant également une humanité nécessaire. Et souvent, on a pu le voir, nos entreprises sont confrontés à des sujets majeurs, des risques, des événements, le télétravail, pour qui, pourquoi, comment, etc. Et tel un culbuto, on est tous dans finalement un équilibre très instable. Et est-ce qu'on doit mieux encadrer, c'est-à-dire créer une nouvelle procédure en réaction à tel ou tel événement? Est-ce qu'on doit modifier l'organisation, l'organigramme? Est-ce qu'on doit tisser du lien avec de l'expérience, de l'écoute, de l'empathie? Est-ce qu'on doit donner du sens? Finalement, dans ce qu'on a pu échanger entre nous, on a remarqué que finalement, peut-être par habitude, on avait plutôt tendance à dire, je remets du cadre, ça donnera au collectif un sentiment de sécurité, voire d'efficacité. 2, du sens, on libère la parole. Et puis 3, on retisse du lien avec des événements internes. Finalement, le culbuto, il devient stable quand sa base bouge le moins possible. Donc finalement, non, c'est le sens avant tout qu'il faut redonner à l'entreprise en libérant la parole, en établissant des perspectives. Et chacun s'accomplit toujours mieux quand il sait pourquoi. On recrée aussi du lien ensuite par l'écoute, par la proximité que l'on peut avoir, par le contrat de confiance que l'on peut. La confiance, ça se décrète pas, ça se vit. Donc par le contrat de confiance que l'on peut établir et vivre au quotidien, et ce qui permet aux middle managers, qui sont souvent quand même les plus exposés dans nos organisations, ça leur redonne, en anglais on appelle ça de l'empowerment, donc ça leur redonne de l'autorité, mais au sens de convivialité auprès de ces équipes. Et enfin, on pourra s'occuper du cadre. S'il y a des ajustements à faire, ils se seront d'autant mieux compris que justement les deux piliers sens et lien auront été bien ancrés dans l'entreprise et validés par tous les collaborateurs. Donc c'est la suggestion du club des impressionnistes de dire d'abord le sens, avec le lien bien évidemment, et le cadre, on y arrivera toujours parce que c'est ce qu'on a appris il y a longtemps, et donc mais c'est certainement pas ce qu'il doit faire en premier. Dernière chose, je pense aussi que la transparence, dans toutes ces époques un peu compliquées que l'on a, doit aussi être, j'ai envie de dire, une façon d'être dans l'entreprise. Nous, on a opté chez Apexit pour une transparence forte, en particulier sur les chiffres, et on a pu voir que au mois d'avril, par exemple, il y avait eu quelques craintes de la part de nos collaborateurs sur l'avenir de l'entreprise. Finalement, on leur a montré lors d'un live notre plan de trésorerie d'avril à décembre. Mine de rien, ils ont levé tous les manches pour faire en sorte que ce plan, on le fasse bien. Le plan de trésorerie, c'est quand même aussi leur salaire et l'avenir des entreprises. Merci beaucoup, Fabrice, pour ce témoignage, donc sur ce que tu as mis en place et sur ce travail que tu as mené avec, vous étiez 8, je crois, du club Paris Impressionniste, à travailler pendant plusieurs mois sur cette thématique, et donc l'importance le fruit de vos échanges, qui est de cet arbitrage en tant que chef d'entreprise entre le cadre, le sens et les liens. Et de manière peut-être contre-intuitive, vous êtes arrivé à la conclusion que ce qui importe d'abord, c'est le sens et les liens. Tisser des liens, ça permet, et le cadre vient peut-être après. Alors, Jean-François, est-ce que tu veux donner un retour sur ce que tu as entendu de la part de Fabrice? Ouais, c'est tellement intéressant parce que une étude qui était présentée hier disait la même chose. Quand il y a du lien, quand il y a de la connexion, quand il y a de la confiance, le cadre, le processus, les décisions qui sont très difficiles à prendre, ça vient naturellement et les gens les acceptent beaucoup plus. Sinon, on a énormément de difficultés à faire passer des décisions difficiles. Donc, c'est l'ordre dans lequel ça se passe dans la réalité. C'est ce que les études confirment, ce que Fabrice fait. Donc, ses instincts sont très bons avec son club. Bravo à vous autres. Ouais. Félicitations au club Paris Impressionniste, dont je salue l'animatrice au passage, Karine Fasselière, qui orchestre un travail très enrichissant pour tout le réseau. Nous arrivons au terme de ce live. C'est toujours très court, mais c'était dense.
Encore une fois, merci beaucoup Jean-François pour nous avoir consacré du temps depuis le Québec ce matin. Je crois que c'est toute la semaine tu te mets au service des clubs APM. Tu devais venir en Europe en fait, hein. Et donc tu fais à distance avec le décalage horaire. Donc merci beaucoup et merci beaucoup Fabrice pour avoir accepté de témoigner sur ce que tu as mis en place et ce que ton club a produit comme intelligence collective. Le prochain live aura lieu, je crois, le 24 novembre. Vous aurez une invitation et on repassera sur un sujet plus de prise de hauteur, un sujet d'économie, les perspectives économiques pour 2021 avec une nouvelle experte. Voilà, je remercie tous ceux qui ont participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir, Fabrice, au revoir Jean-François. Longue vie à l'APM. Merci beaucoup.